Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'AQC TV Live. Aujourd'hui, on va aborder la grêle sur les bâtiments. C'est un sujet que l'on voit malheureusement pointer de plus en plus souvent. Ensuite, on va évoquer les salissures sur les enduits de façade. C'est vous qui avez choisi ce deuxième thème par les réseaux sociaux. Sommaire. Premier sujet, la grêle sur les bâtiments. C'est un phénomène que l'on constate de plus en plus fréquemment ces dernières années, surtout en 2022. Et pour en parler, nous avons invité Fadi Lalou du CSTB. Bien, Fadi, je vous laisse déjà vous présenter. Bonjour, je travaille à la direction de la recherche et de l'innovation du CSTB, donc Centre scientifique et technique du bâtiment, un établissement public, industriel et commercial au service de ses clients, de ses partenaires et de l'intérêt général. D'accord. Alors, je crois que la première des choses, c'est bien définir, bien connaître le phénomène de grêle. Qu'est-ce que c'est que la grêle? Comment ça se forme? Comment ça impacte les bâtiments? Alors, pour parler de la formation de la grêle, il faudrait que je vous parle du cumulonimbus. C'est un nuage à haute extension verticale avec plusieurs zones de température différentes de par sa verticalité. Oui, il fait très froid en haut, un peu moins froid en bas. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de la vapeur d'eau qui va emprisonner un embryon qui sera de la poussière, du sel ou d'autres particules, et avec des courants d'air ascendants, cet embryon va venir monter sur les différentes strates du nuage et devenir de plus en plus froid. Et plus il monte, plus on a des couches de gel qui vont se former comme ça successivement jusqu'à ce que le grêlon devienne trop lourd et qu'il finisse par tomber. Et l'impact du bâtiment sera fonction et proportionnel de sa masse et de sa vitesse. D'accord. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on se rende sur un chantier. On a été à Agen, dans le sud-ouest, avec notre déléguée régionale, Catherine Laurent. Bonjour Amar-Hossein. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir ici à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Alors, vous êtes charpentier-couvreur? Oui, tout à fait. Donc, je suis charpentier-couvreur, installé à Fals, à 10 km d'ici. Donc, nous sommes 8-9 salariés et on intervient sur la charpente, couverture, zinguerie, ardoise. Vous êtes également à la CAPEB? Tout à fait. Donc, je suis président du département du Lot-et-Garonne et premier vice-président de la région CAPEB Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Agen en juillet 2023? Donc, nous avons eu un phénomène climatique plutôt très localisé, donc un orage de grêle, avec des grêlons de l'équivalent d'une balle de ping-pong, et donc vraiment sur une bande très très précise. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur les bâtiments? Oui, totalement. Il y a eu donc des dégâts sur les éléments de couverture, donc tels que les volets roulants de fenêtres de toit, des tôles en polycarbonate, également aussi sur des tôles en fibro. Et ensuite des dégâts de déformation plutôt sur des bacassiers et en même temps sur tout ce qui est élément de gouttière à chaînon, descente. D'accord. Et sur les tuiles? Sur les tuiles, oui, totalement, parce que quand il y a des toitures qui sont assez dégradées par le temps et par le gel, ça a fini, si on peut dire, le travail. D'accord. Et il y a eu des infiltrations? Totalement, bien sûr. Et là, on a eu des dégâts de plafond. Principalement, et donc il nous a fallu intervenir rapidement. Alors justement, de quelle manière êtes-vous intervenu? Alors bien sûr, de manière sécurisée, quand on a des phénomènes climatiques comme ça, puisque il faut quand même prendre soin aussi de nos salariés, donc du coup on intervient et on met hors d'eau rapidement, le temps de faire les déclarations de sinistre, mais au moins de sécuriser le bâti. Et après, alors quel type de réparation vous avez pu proposer à vos clients? D'abord, surtout un contrôle sur le dimensionnement des cheminements des eaux pluviales, donc tout ce qui est gouttière et descente. Voilà, de bien, comme on est lié à des phénomènes climatiques de plus en plus violents, essayer de préconiser un surdimensionnement des évacuations de toiture. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour les particuliers qui ont eu ce genre de problème? Oui, si lors d'une réfection complète de la couverture, c'est essayer de préconiser au maximum un écran sous toiture, qui est déjà une des premières sécurités, quoi. D'accord. Et après, au niveau de l'entretien?
Alors oui, on essaie aussi, quand on voit le particulier, c'est aussi de déclencher justement un contrat d'entretien et pour faire des visites régulières, annuelles, et au moins ça permet de pérenniser le bâti. D'accord. Et en même temps régler quelques points qui peuvent être réglés sans créer de dégâts en arrière. D'accord. Quelques réparations ponctuelles et du nettoyage de tous les éléments. Totalement, bien sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup Amar pour toutes ces précisions et puis au plaisir. Merci. Merci à l'AQC. De retour dans le studio d'AQC TV Live avec Fadil Alou du CSTB pour parler de l'impact de la grêle sur les bâtiments. Bien, c'est quoi déjà un produit de construction qui résisterait ou qui résiste à la grêle? Si on regarde le corpus normatif, on n'a pas vraiment beaucoup de normes qui vont nous dire c'est quoi un produit qui résiste bien à la grêle. Il y a deux domaines qui ont des normes sur le sujet, c'est le domaine du solaire et les membranes souples d'étanchéité. Le problème, c'est qu'aucune de ces normes ne va faire un lien entre le procédé et un domaine d'emploi. Donc on peut difficilement s'en servir pour évaluer la résistance du produit par rapport à un chantier en particulier, par exemple. Si on regarde aussi d'un point de vue des TU, règles pro et recours, on n'a pas non plus de dispositions spécifiques. Les règles de l'art. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va certainement progresser dans les prochaines années là-dessus. Et vous pensez qu'il va y avoir une aggravation du phénomène? Alors, effectivement, si on regarde la recette d'un orage qui produit de la grêle, c'est 3 ingrédients. C'est de l'air chaud qui monte, une humidité et une instabilité atmosphérique, à savoir de l'air chaud et humide en dessous d'un air froid et sec. Si on regarde maintenant le changement climatique, on va avoir une température qui va être de plus en plus élevée. Et donc, on va avoir plus d'air chaud et de l'air chaud qui stocke plus d'humidité. Par conséquent, les facteurs qui enclenchent la grêle auraient tendance à augmenter avec le changement climatique. Et il y a un deuxième aspect à prendre en compte, c'est le fait que plus on a de l'air chaud, plus le grêlon va rester en suspension dans le nuage et plus il va grossir. Et donc on aura aussi des grêlons de plus en plus gros, ce qui explique qu'en 2023, par exemple, on ait observé des grêlons de 19 cm en Italie. D'accord, donc c'est énorme. Donc des grêlons plus volumineux qui vont arriver plus vite sur les bâtiments. Donc tout cela, on va peut-être en subir les conséquences dans les prochaines années. Mais est-ce que l'on sait où ça va taper, où ça va rencontrer les bâtiments? Est-ce qu'il y a des cartes là-dessus? Alors, il y a la mission risque naturel qui a effectivement mis en place une cartographie de l'aléa. Et ça sera justement le point de départ de nos travaux avec la mission risque naturel et la Fédération française du bâtiment dans le cadre d'un partenariat dont l'un des objectifs sera d'arriver à une carte publique nationale de l'aléa grêle. Alors justement, on a rencontré la mission des risques naturels et je vous propose de regarder ce reportage. La MRN est une association qui a été créée en 2000 par la profession de l'assurance pour contribuer à l'amélioration de la connaissance, de la prévention et de l'adaptation du bâti face aux risques naturels et climatiques actuels et à venir. Alors la MRN analyse la sinistralité consécutive aux effets des aléas naturels. On développe aussi des services et des outils innovants qui permettent une meilleure connaissance et réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés. Et on accompagne des actions de sensibilisation, d'information et de formation. Alors notre territoire est exposé à de nombreux risques naturels et en particulier aux épisodes de grêle. Sur la période 1990-2022, le coût annuel moyen il est de l'ordre de 300 millions d'euros. Il y a une année qui a particulièrement marqué les esprits, c'est 2022. Là, on a atteint un coût des dommages liés à la grêle qui est estimé à 3,4 milliards d'euros. En 2022, les épisodes de grêle ont battu tous les records. La taille des grêlons a même dépassé à plusieurs reprises 10 cm de diamètre. Ces épisodes de grêle ont aussi été accompagnés par des phénomènes de type inondation, rafales de vent qui ont accentué les dégâts. Donc pour faire face à ces phénomènes, les bâtiments dans lesquels nous vivons, les bâtiments dans lesquels nous travaillons doivent être adaptés à ces risques. Un bâtiment qui n'est pas adapté aux aléas naturels, c'est un sinistre potentiel. Le coût moyen d'un sinistre grêle, c'est de l'ordre de 5 kg € pour les particuliers et de 22 kg € pour les professionnels. Plus les grêlons sont de taille importante et plus les coûts des dommages vont être élevés. Alors la MRN travaille aussi sur des données qui proviennent des rapports d'expertise d'assurance pour mieux connaître ces dommages. Si on prend les particuliers, on observe que les parties du bâtiment qui sont les plus touchées
par la grêle, ça va être la charpente, la couverture et les toitures qui correspondent à 40% de la charge de sinistre. C'est pourquoi, dans notre répertoire des référentiels de résilience, on a identifié et on partage des bonnes pratiques de pays voisins et en particulier les recommandations suisses qui sont destinées aux professionnels de la construction. Et bien sûr, pour prévenir efficacement ce risque, il faut identifier les zones particulièrement exposées. C'est la raison pour laquelle la MRN a réalisé une cartographie. Cette carte, elle s'appuie sur des données d'observation, d'intensité et puis sur des travaux approfondis qui nous ont permis de mieux comprendre la fréquence, l'intensité et les zones d'impact potentiel de la grêle. Alors ces travaux, ils vont être maintenant approfondis et consolidés dans le cadre d'une collaboration avec la FFB et le CSTB. Nos objectifs, ils sont de 3 ordres. D'abord, on souhaiterait rendre publique une cartographie nationale. Deuxièmement, on souhaiterait continuer à identifier les composantes du bâti particulièrement vulnérables aux épisodes de grêle. Et troisièmement, on souhaiterait améliorer les dispositifs constructifs qui sont concernés pour réduire le niveau d'endommagement du bâti en s'inspirant, si besoin, des bonnes pratiques de nos pays voisins. Alors, nous avons travaillé ensemble sur toutes ces questions. La grêle, c'est un enjeu majeur et c'est collectivement que nous parviendrons à réduire son impact sur les bâtiments et leurs occupants. Retour sur le plateau d'AQCTV Live, après ce reportage auprès de la mission des risques naturels. Je suis toujours avec Fadi Lalou du CSTB, mais cette fois-ci j'accueille Virginie Merlin de l'agence Qualité Construction. Virginie, tu nous parleras dans un instant d'une étude qui vient d'être publiée. Juste peut-être, Fadi, une réaction sur ce que vient de dire la mission des risques naturels? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Sarah, c'est-à-dire que c'est collectivement qu'on pourra apporter une réponse à la filière vis-à-vis de cet aléa. Et donc, on avance ensemble dans ce domaine. Virginie, tu es responsable d'études et tu viens de mener une étude sur l'impact de la grêle sur les bâtiments qui vient juste d'être publiée, qui est disponible sur notre site internet. Eh bien, j'aimerais d'abord que tu nous présentes un peu cette étude. Comment ça s'est passé ? Déjà, cette étude, c'est un panorama de l'impact de la grêle sur les bâtiments. Et pour ce faire, on a interrogé un certain nombre d'organismes, de spécialistes, une vingtaine, un peu plus même, de l'écosystème bâtimentaire français, dont la MRN et le CSTB, y compris les entreprises artisans. D'accord. Et les premiers constats, alors? Les premiers constats, ça a déjà été cité, une année 2022 très, très impactée par la grêle. Oui. Des aléas qui continuent avec des grêlons de plus en plus forts, donc un impact sur le bâtiment qui est quand même important. Et surtout au niveau de l'impact, ce qui est important, c'est de savoir que c'est l'eau qui entre dans le bâtiment une fois que les toitures sont dégradées, qui vont causer finalement un coût très important au niveau des dommages. Alors justement, ça nous amène, j'imagine, à des premières recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le bâtiment, pour protéger le bâtiment? Alors, une des premières recommandations, surtout sur les toitures en petits éléments, en tuiles et en ardoise, va être d'intégrer un écran de sous-toiture dès la conception, ou alors, quand on refait tout un rampant, de mettre sur ce rampant un écran de sous-toiture, ce qui permettra de récupérer l'eau de pluie quand il y a quelques ou en rénovation. Éléments et d'éviter que l'eau rentre dans le bâtiment. La deuxième chose, c'est pour les travaux de réfection d'avoir quand même quelques tuiles, surtout des tuiles compatibles avec sa toiture, ou des ardoises compatibles, en réserve. Comme ça, quand l'entreprise arrive pour réparer, elle a le matériau adapté. Et ça, c'est important puisque toutes les tuiles ne sont pas compatibles entre elles. Et dernier point, et ça a été cité par Amar Hossein, il faut que les toitures soient entretenues, puisqu'une toiture, la vétusté est un facteur d'aggravation. Quand les tuiles ont commencé à être, vieillies, soit parce qu'elles ont subi plusieurs orages de grêle, soit le gel, elles vont casser beaucoup plus facilement et les dégâts seront plus importants. Donc une toiture entretenue, des gouttières en particulier débarrassées de tous les matériaux, conduit en général à un meilleur comportement. Entretenue par un professionnel, d'autant plus qu'on est sur des travaux en hauteur. Attention à ce point. Donc trois choses, l'écran de sous-toiture, un stock de tuiles, au cas où, et l'entretien régulier
de la couverture. Alors, une dernière question peut-être. J'ai entendu qu'il y avait des travaux en Suisse sur la grêle. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Effectivement, nos voisins suisses sont un petit peu plus avancés que nous. Ils disposent déjà d'un protocole d'essai et ils arrivent à quantifier la résistance d'un procédé vis-à-vis de la grêle. C'est d'ailleurs un protocole qui est en train d'être diffusé aussi en Allemagne et en Autriche. Et dans le cadre du partenariat avec la MRN et la FFB, le CSTB est en contact avec eux, avec les Suisses, pour se doter en France du même protocole et de donner la possibilité aux gens qui le souhaitent de quantifier la résistance de leur procédé vis-à-vis de cette aléa. D'accord, donc affaire à suivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur ce domaine-là. Merci Fadi Lalou du CSTB d'être venu nous parler de l'impact de la grêle. Merci Virginie Merlin. Je rappelle que le rapport est disponible sur notre site internet. Je vous propose maintenant une page autour de notre revue Qualité Construction. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un article sur la maîtrise du bruit dans les constructions en bois, une enquête sur la massification du photovoltaïque, un point sur les recommandations professionnelles relatives à la ventilation des logements collectifs, et enfin, un focus sur les packs en tertiaire, une solution pour réduire les consommations énergétiques. Nous vous proposons en lecture gratuite un article sur la rénovation des immeubles en béton construits pendant les 30 Glorieuses, soit plus de 7 millions de logements collectifs. Ces bâtiments subissent un vieillissement naturel et des pathologies spécifiques, principalement liées à la corrosion des armatures. Leur rénovation s'inscrit souvent dans une démarche plus large d'amélioration énergétique, en tenant compte de la valeur de ce patrimoine architectural. Retrouvez toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Autre sujet pour notre émission AQC TV Live, sujet que vous avez choisi, autour des salissures des enduits de façade, donc un sujet assez récurrent. Et pour en parler avec nous en visio depuis Bordeaux, Sébastien Lafitte. Bonjour Sébastien, vous êtes expert construction et je crois savoir que vous connaissez particulièrement ce sujet. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je suis Sébastien Lafitte, expert construction à Bordeaux et effectivement j'ai été maître d'œuvre spécialisé pour les ravalements de façade pour les copropriétés pour traiter le sujet des jours. Donc vous connaissez bien le sujet. Bien, expliquez-nous déjà le phénomène. C'est quoi le phénomène d'encrassement des façades ? Alors, le phénomène d'encrassement de façade, il est généré par des micro-organismes qui se développent sur les façades. Et ces micro-organismes, ils sont véhiculés, amenés par le vent. Et ils trouvent sur les façades tout ce dont ils ont besoin. De l'eau, ils trouvent une température qui leur convient, un pH. Et ils se développent principalement, nous, dans notre région, sur les façades qui reçoivent de la pluie et peu de soleil, c'est-à-dire les façades ouest et nord. Donc, côté ouest et nord, il y a peut-être des facteurs aggravants qui influent sur cet encrassement? Oui, alors, bien sûr, l'absence d'avant-toit donc, et de protection et pour écarter les eaux de ruissellement sur les façades, ça, c'est un facteur aggravant. Toutes les architectures cubiques avec des façades très plates, elles se salissent beaucoup plus vite que les parties qui sont équipées d'avant-toit, par exemple. Donc, il faut être attentif aux détails architecturaux, à tous ces détails, pour qu'on n'ait pas d'encrassement. C'est ce que vous nous dites. Alors, je vous propose qu'on aille tout de suite de votre côté, du côté de Bordeaux, avec un bailleur social, Gironde Habitat, puisque notre déléguée régionale Bordeaux, Catherine Laurent, les a rencontrés sur une opération. Bonjour Florent. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir sur cette résidence. Merci de votre visite. Donc vous êtes en charge de l'entretien et réhabilitation du patrimoine d'un bailleur social. Vous pourriez nous la décrire? Oui, cette résidence a été construite en 2011. Elle comporte 110 logements collectifs répartis sur des bâtiments en R+2. Elle a été construite avec des briques enduites à l'enduit monocouche, avec des acrotères et des toitures terrasses inaccessibles gravillonnées. Chaque logement a des balcons. Elle comporte aussi des coursives d'accès au logement extérieur. Je constate qu'on voit sur les façades, en bas des façades, il y a des traces. Vous pouvez nous en parler?
En bas de mur, on observe des rejaillissements d'eau sur les pieds de mur qui salissent effectivement ces zones. Et d'un peu plus près, on voit des traces noires au niveau de certains points singuliers. Plusieurs points singuliers, donc d'abord les moustaches autour des fenêtres qui se forment, les salissures également à côté des balcons, puisque les piscettes font rejaillir l'eau en pied de façade et aux alentours des balcons. Et également, on a aux alentours des acrotères des zones de salissures au droit des jonctions des couvertines. Suivant l'exposition, on constate effectivement que les salissures ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, côté ouest, on a les vents dominants, donc on a les intempéries qui frappent plus fort. Les façades sont davantage salies de ce côté-là, plutôt que côté est, qui sont plus préservées. Pourquoi on constate ces encrassements sur les façades? Les encrassements de façades viennent de la stagnation et du ruissellement de l'eau sur les façades. Alors sur cette résidence, vous l'avez traitée comment? On a mis en place des larmiers sur les balcons des logements pour que l'eau ruisselle vers l'extérieur. Sur les cages d'escalier, on a mis en place des larmiers et des couvertines pour éviter que l'eau ne s'écoule le long de la façade. Alors comment vous pouvez intervenir sur des façades encrassées? Alors on fonctionne avec un plan pluriannuel d'entretien. Sur une façade encrassée, on peut intervenir avec un nettoyage sous pression, l'application de produits fongiques et dans certains cas la peinture des façades. Vous avez également des résidences avec isolation thermique par l'extérieur. Est-ce que sur ces façades-là, vous avez des caractéristiques d'encrassement? Sur les façades avec ETICS, on peut constater des spectres et des encrassements au niveau des rosaces et des plaques d'isolant qui font des spectres noirs. Très bien, mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Au revoir Florent. Au revoir Catherine. Retour dans notre studio d'AQCTV Live, mais en visio avec Sébastien Lafitte, donc expert construction. Sébastien, je voudrais qu'on parle un petit peu des éventuelles prises en garantie de ces désordres. Alors, on est très souvent sur des désordres de nature esthétique. Donc, on ne garantit pas ce genre de choses. On a parfois des fissures sur lesquelles de la mousse s'est développée. Et là, quand on regarde ces fissures depuis le bas du bâtiment, on a l'impression qu'elles sont très, très ouvertes. Donc, il faut absolument aller gratter ces mousses pour voir effectivement la largeur, l'ouverture de la fissure pour savoir si on est en position de garantie. Mais dans la grande majorité des cas, on n'est pas en position de garantie. Donc, désordre esthétique non garanti en général, sauf si derrière, comme vous le dites, il y a une infiltration, peut-être la structure qui est un peu touchée. Et là, il y a prise en garantie. Hein, c'est bien cela. Alors, à partir de là, comment vous faites? Quelles sont les solutions réparatoires qui sont préconisées? Alors, toutes les solutions, elles permettent de limiter l'entretien et de garder la façade avec le meilleur aspect possible le plus longtemps possible. Le grand principe, c'est d'écarter les eaux de ruissellement de façade. Alors, on met des dispositifs de larmier, par exemple, devant les nez de balcon. On met des capotages sur les têtes de mur. On met une étanchéité sur les sols de balcon pour éviter tous ces passages d'eau. Et aussi, on a une solution en pied de mur pour éviter les rejaillissements, sur lesquels on met des bandes stériles, c'est des cailloux lavés, pour éviter que l'eau, quand elle rejaillit, elle ne soit pas chargée de terre et mouillée et abîmée, tacher les bas de façade. Donc ça pour les bas de façade. Je ne sais pas, autour du nettoyage, est-ce qu'il y a des points de vigilance? Oui. Bien sûr, ici à Bordeaux, on a beaucoup de façades en enduit hydraulique et il faut faire attention avec l'utilisation du nettoyeur haute pression pour le régler de façon à ne pas abîmer l'enduit hydraulique. On a aussi, un petit peu comme partout, parfois des plantes grimpantes qui se développent sur les façades. Et là, les rhizomes restent accrochés dans l'enduit. Et la seule solution pour les éliminer de façon durable, c'est de les brûler. Et bien sûr, évidemment, après, on passe avec des solutions fongicides et application de peinture. Merci Sébastien Lafitte pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert construction dans la région de Bordeaux et spécialisé sur ces problématiques de façade et d'encrassement de façade. Voilà, notre émission se termine maintenant. Merci de nous avoir suivis. Vous trouverez bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo. Prochaine émission au mois d'avril. Merci à tous ceux qui sont à la technique.
Ève, Richard et Lionel. Voilà, vous retrouvez toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube AQC TV. Bonne fin de journée.